La toute première question, évidemment, l'actualité évolue, la situation sur terrain également à Walikale. Et par exemple, sous le contrôle en fait, des FARDC, des Wazalendo, on a vu les VPM de la défense à Uvira. Et en tant qu'expert des questions, justement, comment analysez-vous toutes ces avancées ces avancées en ce qui, y compris, bien entendu, l'amorce des négociations directes entre le gouvernement et le M23 à travers leurs représentants à Doha? Il y a une triple lecture que nous devons avoir sur la question congolaise. Il y a une lecture nationale décidée au niveau du gouvernement via les concertations qui se sont déroulées avec le conseil spécial Eberhard. Et il y a un deuxième volet qui est lié aux Congolais qui se sont sentis frustrés, qui sont dans l'opposition, qui expriment une voix que nous devons écouter en tant que nation. Également, hein? Il y a le dernier volet qui est celui de l'agression rwandaise et de toutes les forces étrangères qui sont là pour, d'un côté, balkaniser notre pays, exploiter nos richesses et nous mettre en coupe réglée. Ce sont les trois volets que nous devons analyser. Sur le volet national, qu'est-ce que nous devons exactement comprendre? Nous pensons qu'il y a eu une volonté, mais le temps que ça a pris, après les affaires de l'État prennent le temps qu'il faut. Oui, mais par moment on dit vaut mieux tard que jamais. Oui, mais la perception de notre peuple, vous savez, le temps de la population n'est pas forcément celui des dirigeants. Exactement. Et ce qui fait que on se pose des questions, pourquoi on a mis autant de temps sur des personnalités connues qui ont déjà eu à être consultées auparavant. Ce sont les mêmes pour la formation du gouvernement souminois, ils ont été consultés. On peut toujours les consulter quand il y a une question majeure qui se pose, mais ça pouvait se faire mais là, on parle de cohésion nationale, je crois, peut-être pas. C'est peut-être ouais, le mot, il est trop fort parce que, en tant que chef de l'État, le gouvernement a ses devoirs de réunir tout le monde, mais s'il faut être beaucoup plus précis, on n'a pas consulté tout le monde. Ce sont des acteurs qui sont connus, qu'on a consultés, qu'on consulte toujours. On a rendu peut-être à 2-3 personnes près, donc on pouvait le faire dans des délais extrêmement courts pour essayer de gagner du temps. On a une guerre, elle est peut-être hybride, mais c'est une guerre. Oui, mais le changement de gouvernement a été aussi contesté parce qu'on se disait est-ce qu'il faut changer, est-ce que c'est le moment? Il y a eu aussi tous ces questionnements dans le corps de la population. Le gouvernement, c'est une décision discrétionnaire du chef de l'État. Nous pouvons tous contester un gouvernement si le chef décide que ce sera ce gouvernement-là, ce sera ce gouvernement-là. C'est lui qui sera comptable à la fin des actions des gouvernants qu'il choisit. Alors, Monsieur Teddy Fitou, j'aimerais qu'on revienne sur la catégorisation des acteurs. Nous avons d'une part un État avec une armée loyaliste qui a le devoir de protéger son intégrité et protéger les vies humaines. Et nous avons d'autre part des acteurs qui sont sur le territoire national, que l'on appelle politiciens ou acteurs politiques reconnus de par la Constitution, qui appartiennent soit à une majorité, soit à une opposition. C'est un deuxième camp. Et nous avons un troisième camp de gens qui se disent être frustrés, qui prennent les armes, qui disent on n'a pas été entendu. Nous voulons faire entendre des forces notre voix. Ça s'appelle AFC, mais qui va porter la robe du M23 que nous connaissons avec toute l'histoire que nous n'allons pas rappeler ici. Et malheureusement, le sang coule. Ça coule encore jusqu'à ce matin. Et devant nous se présente une situation au plan diplomatique où il y a une résolution 2773 qui nous demande de revenir sur le processus de loi de Nairobi et qui nous demande de régler la question politiquement à travers un dialogue, quelle que soit la manière dont on va les labelliser, dialogue, consultation, concertation, cohésion nationale, qu'est-ce que j'ai encore, mais le plus important, tout rime autour du fait que les gens doivent se retrouver, se parler, fumer le calumet de la paix et restaurer la sécurité. Question, à ce stade-ci,
Un acteur majeur vient d'annoncer son retour. Il est congolais comme tout autre. Personne n'a chassé Kabila de ce pays. Kabila est sorti des frontières nationales à la date qu'il a choisie, de son propre gré, et il décide de revenir. Mais l'annonce de son retour, un retour annoncé dans la partie orientale, commence à susciter beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations dans l'opinion. J'aimerais que l'on puisse réfléchir avec des hypothèses. Et si Kabila revenait au pays pour participer justement à cet effort voulu par la communauté internationale, voulu par la résolution, nous demandons de résoudre la crise politiquement en nous parlant entre nous que Kabila s'est mis à la disposition du pays pour participer à ce que nous pourrons appeler demain négociation afin de prendre part à la construction d'une nouvelle paix. Est-ce qu'il est le bienvenu? Il est le bienvenu en tant qu'ancien chef de l'État. Nous ne pouvons pas réécrire notre histoire. Il a dirigé ces pays pendant 18 ans. Quelles que soient les opinions que nous pouvons individuellement avoir sur lui, mais cela ne lui donne pas le droit de faire ce qu'il veut. Vous savez, les questions internationales sont un domaine beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de règles établies. Ça évolue au gré des réalités. Des situations. Et pour cela, vous avez besoin d'étudier des cas précis pour créer une sorte d'objectivité dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez sur la table. On doit prendre pour le cas de Joseph Kabila, un autre président d'un autre pays, et essayer de comparer leurs attitudes. On a un ancien président qui s'appelle François Hollande, par exemple, en France. Vous n'avez pas comparé la politique ou la dimension de la démocratie française et la dimension de la démocratie congolaise? Nous avons la dimension que nous donnons à notre pays. Il n'y a pas une dimension préétablie. Si la France est où elle est aujourd'hui, c'est parce que des gens comme vous et non, moi... je parle de démocratie, je ne parle pas de développement, d'avancée économique. Je suis sur le plan démocratique. La démocratie, c'est un combat de tous les jours. Même aux États-Unis, il y a d'abus. En France aussi, en Belgique, il y en a. Donc il ne faut pas croire qu'il y aurait un îlot quelque part où la démocratie serait parfaite. Donc, je reviens sur l'exemple que je voulais donner. Lorsque vous voyez, par exemple, les retours de François Hollande dans l'Assemblée nationale française, il y a une instabilité institutionnelle là-bas. Et il y a eu Barnier qui a été destitué par le Parlement. Lui, quand il revient pour François Bayrou, qu'est-ce qu'il dit? En tant qu'ancien chef de l'État, il ne voudrait pas pour la France une instabilité institutionnelle. Donc, il pèse pour que son groupe à lui, le Parti socialiste, à la stabilité. Voilà. Bien qu'il ne soit pas d'accord avec la politique de Macron et de François Bayrou, mais il estime que pour l'image de la France, vaut mieux avoir une stabilité jusqu'en 2028, date de l'élection. Vous savez que Mélenchon voulait une élection anticipée, Marine Le Pen voulait aussi cette instabilité. Lui, en tant que chef de l'État, puisqu'il a dirigé la France, il connaît l'importance des institutions. Il préfère une stabilité à une instabilité. Dans notre cas, nous avons un ancien chef de l'État qui annonce à Jeune Afrique qu'il va revenir dans les pays sans prendre langue avec les institutions officielles, parce que lui, mieux que quiconque, connaît l'importance des institutions. Lorsque vous mais après, il reste citoyen, il n'a pas besoin d'autorisation pour revenir. C'est un ancien chef de l'État. Il ne pourra plus jamais redevenir un citoyen lambda comme vous et nous, parce qu'il a eu accès au secret d'État. Et cela lui donne un poids particulier. Ça lui donne des obligations encore beaucoup plus sévères. Nous pouvons commettre des erreurs parce que nous n'avons pas eu à gérer l'appareil de l'État. Pas lui. Il connaît exactement ce qui se passe. Il connaît parce qu'il a été dans des négociations où on ne pourra pas nous brandir ce qui s'est dit réellement. Donc revenir par Goma, d'après ce que Olivier Kamitatou a dit, nous sommes dans ce qui est public. Hein. C'est une insulte d'abord au peuple congolais. Parce qu'un ancien chef de l'État qui va aller atterrir dans un territoire où il y a eu des carnages perpétrés,
où nos familles n'ont pas pu enterrer dignement leurs morts, on va voir un ancien chef de l'État et l'aéroport de Goma n'est pas opérationnel. S'il doit atterrir dans cette semaine, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre voie que de passer par Kigali. Or, la RDC et le Rwanda, officiellement, ne sont pas des États en bon terme. Oui, mais après, quelqu'un nous posera la question de savoir, mais les évêques de la SENCO et de l'ECC sont passés par Kigali et sont revenus à Kinshasa. L'aide humanitaire dont on parle, le couloir qui a été ouvert à la demande de la communauté internationale du gouvernement congolais, l'aide humanitaire passe par Kigali. Ça ne tue personne. Pourquoi Kabila ne passerait-il pas par Kigali? Mais il faut faire... S'il peut aller à Goma, bien sûr. Il faut faire un distinguo. Il faut faire un distinguo clair. Les prêtres qui sont allés à Goma sont de la société civile. Ils sont une composante essentielle de notre société, mais ils n'ont jamais dirigé ces pays. Et toute position prise par Joseph Kabila peut affaiblir dans la négociation la position de la RDC. Parce que par rapport aux autres, il n'est pas pris comme un citoyen lambda qu'il voudrait se faire passer. Il est toujours annoncé comme l'ancien chef de l'État congolais. À ce titre, il porte, sans peut-être le savoir ou le vouloir, il porte en lui une partie de notre position officielle. Et c'est cela qui lui pose, c'est cela qui pose problème, et c'est cela qui devrait le faire réfléchir à deux fois avant de poser certains actes. Donc, vous n'êtes pas d'avis que Joseph Kabila serait le bienvenu s'il veut entrer par Goma et passer par Kigali dans ces conditions au vu de sa position en tant qu'ancien chef d'État. S'il va passer par Goma, Bukavu et consorts, ça veut dire qu'il a eu à prendre langue avec le Rwanda. En tant qu'ancien chef de l'État, il devrait publiquement nous dire de quoi a-t-il parlé avec le Rwanda. Il ne gère pas sa maison. Lorsque Joseph Kabila parle de sa propre famille, personne ne trouve rien à redire. Là, il engage la RDC. Or, en RDC, il n'y a qu'une seule parole qui soit au-dessus de toute autre parole, c'est la parole du peuple congolais. Et cette parole est exprimée, nous sommes en démocratie, est exprimée par la voix des urnes. Et lorsque vous avez été élu, vous portez en vous la légitimité pour parler au nom du peuple. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'a pas cette onction. Ah, c'est une onction. Bien sûr, c'est une onction. Le suffrage universel est une onction. C'est cela qui vous permet, en tant qu'élu, que vous soyez député provincial, national, et que sais-je encore, président de la République, ça vous donne une onction pour parler au nom des gens qui ont porté leur voix sur vous. Très bien. J'aimerais préciser à l'opinion et à tous ceux qui nous regardent que l'on se livre à un tel exercice chaque matin pour vous éveiller. La quantité d'informations qui vous seront communiquées à travers Congolais Téléma, c'est pour vous permettre à vous, en tant que citoyen, de vous situer, de vous localiser. De réfléchir dans l'histoire de réfléchir et de lever des options. Une option telle que ne jamais trahir le Congo, une option telle que ne jamais soutenir X ou Y acteur parce que son comportement, ses attitudes ou ses prises de position vont dans le sens de détruire notre unité, vont dans le sens de freiner les élans ou l'élan dans lequel nous sommes, celui de pouvoir restaurer la paix et l'unité. Alors je reviens à vous, monsieur Teddy Mfitou. Ça, c'était la première hypothèse. S'il venait par Goma. Si on pose la deuxième hypothèse par Bukavu, on parlera du Burundi. Alors que le Burundi est en odeur de s'insécter avec Kinshasa. Ça gêne encore? Mais là, c'est encore plus grave parce que Kamitatu, qui semble avoir beaucoup plus d'informations que nous trois sur les plateaux, a parlé de Goma. Dans le courrier adressé à Jeune Afrique, Joseph Kabila parle de manière globale de la partie orientale. Mais ça pose quand même un problème. Parce que cette partie... La partie orientale, techniquement, ça couvre quel coin du pays? Non, la partie orientale, c'est-à-dire tout l'est de la RDC, en partant de la Chopo jusqu'au Katanga. Mais tout le monde sait que Joseph Kabila ne reviendra jamais par le Katanga. Pourquoi? Parce qu'avant qu'un avion atterrisse,
on communique l'identité de passagers au personnel du sol. Et vu la tension qu'il y a entre le gouvernement actuel et Joseph Kabila, tension que lui-même a pu exprimer dans ses discussions, nous ne le savions pas. Dans ses interviews, oui. Dans ces différentes... Ce sont des discussions avec des journalistes et tout. Donc le mieux serait qu'ils reviennent sur Kinshasa. Logiquement, ils devraient revenir par Kinshasa, par respect. Les prêtres ont fait ça. Aller voir les chefs de l'État, signifier les raisons qui vous poussent d'aller accomplir cette mission. Et à ce titre, vous pouvez aussi être porteur d'un message si jamais le gouvernement avait un message à passer aux différents interlocuteurs. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il n'est pas chef de l'État, c'est un ancien chef de l'État certes, mais il ne doit pas prendre des initiatives isolées qui engageraient la RDC. Nous ne croyons pas qu'il passera par le Burundi pour ni que simple raison. Aujourd'hui, on peut utiliser le conditionnel par respect puisque nous ne sommes pas un tribunal, mais il y a un faisceau d'indices concordants qui nous pousse à dire qu'il y a une connivence entre ce qui s'est fait au niveau de la partie orientale de la RDC et la personne de Joseph Kabila. Il ne faut pas concevoir la face. Il faut d'abord revenir aux origines. Qui est Joseph Kabila? Joseph Kabila, c'est quand même un ancien militaire du Front patriotique rwandais. Ça, c'est quelque chose que, aujourd'hui, en démocratie, on doit pouvoir aller jusque-là et dire les choses. C'est quelqu'un qui a combattu, premièrement, au sein du Front patriotique rwandais. Il y a des vidéos où James Kabarebe le dit clairement, c'est sur la toile. Allez sur YouTube, vous allez les voir. Et lui-même n'a jamais démenti cela, premièrement. Deuxièmement, il arrive en RDC comment? Il arrive en RDC par l'AFDEL. L'AFDEL, c'est quoi? C'est une création de Yoweri Kaguta Museveni et Paul Kagame. Il y a eu des émissions, il y a des vidéos qui circulent où ils nous expliquent comment ils ont recruté Laurent Désiré Kabila. Et nous savons aussi, de par son parcours, qu'il a été, à un moment donné de son histoire, aide de camp de James Kabarebe. Très bien. Avant je vais rebondir. Le fait que le sénateur à vie, Joseph Kabila, revienne par Goma, c'est une supposition. Hein. On est en train de se baser... À ce stade, ce n'est plus une supposition. Hein. La partie orientale, il l'a dit. Lui, il a parlé de la partie orientale. Voilà. C'est Kamitatou qui vient préciser Goma. Mais... de quoi aurons-nous peur, nous en tant que peuple, nous en tant qu'État? C'est que Kabila crédibilise la démarche terroriste qui est en cours, ou que Kabila prenne désormais la responsabilité ou prenne la première ligne du M23 du moment où le président de la République l'a dit ouvertement que l'AFC c'était lui. Mais le peuple congolais est un peuple résilient, il n'a peur de personne. Et le peuple congolais n'aura jamais peur de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila le sait. Il n'y a pas une armée plus forte que le peuple. Et nous sommes le peuple, nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. Par contre, les accointances entre quelqu'un qui a dirigé à la destinée de notre pays pendant 18 ans et un groupe terroriste, parce qu'il faut quand même dire les choses, ce qu'a commis le RDF au niveau de Goma, c'est un carnage, ce sont des actions terroristes. Nous avons des images, en tant que chercheurs, nous documentons ce que nous pouvons documenter pour donner en toute objectivité ce qui s'est passé en temps réel. Et cela nous pousse à dire, un ancien chef de l'État qui va aller rencontrer des personnes qui devraient être, parce que lui, il se bombe les torses, hein. Si vous voyez la communication officielle de son parti, comme étant mais aussi de ses affidés, tous ces gens-là disent qu'il a mis fin en 2013 aux aventures du M23. Mais c'est quoi le M23? C'est une émanation du CNDP de Laurent Kunda Batouaré, qui lui-même est une émanation du RCD Goma. Le RCD qui émane aussi de l'AFDEL. L'AFDEL dont Joseph Kabila était militaire. Donc nous sommes en face d'un groupe de gens qui ont décidé de déstabiliser notre pays en se donnant des rôles. À chaque étape, ils se scindent pour se retrouver à la fois
dans la mangeoire ce qu'on appelle les pouvoirs et dans l'opposition pour avoir une pression armée. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à infiltrer notre pays, à infiltrer toutes les institutions et à même, dans certains cas, à devenir majoritaire. Pour des gens, globalement, pour 100 millions d'habitants, toute cette clique-là ne représenterait pas 1 million. Ils ne sont même pas 1% de la population, mais ils sont surreprésentés. Alors, avant de terminer, nous sommes dans une démarche de cohésion nationale. Je suivais encore Délice Sanga ce matin sur une radio de la place, depuis Bruxelles. Nous sommes dans une démarche où tous disent la même chose, veulent la même chose, mais les méthodes sont différentes. Quelle est la chose que tous voulons? C'est la restauration de la paix, de notre intégrité territoriale et de la sécurité pour nos populations. Certains disent la voie indiquée, c'est le tandem Senko-ECC. D'autres disent ce sont les consultations. Et il y a une troisième voie qui pense que les deux peuvent être mis ensemble pour qu'on atteigne l'objectif. Question. Dans cette démarche ou dans la volonté collective de tous qui voulons que la paix revienne, est-ce que Joseph Kabila n'est pas un élément ou un pion important pour qu'on y arrive? Il ne peut pas être à la fois les problèmes et la solution. Donc on peut se passer de lui. Non. C'est ce que vous voulez dire? Le peuple congolais peut se passer de tout le monde. Moi, je l'ai écrit, hein. Donc je n'ai pas de difficultés. En 2019, dans un ouvrage intitulé Congo et Grégor du Monde, je l'ai écrit. En RDC, il n'y a pas d'homme providentiel. Moi, j'ai fait plus confiance à l'intelligence collective qu'à des personnalités. Ce sont des politiques et il faut qu'on fasse une différence. En commencer par Délice Sanga, Joseph Kabila, comment on appelle ça encore, Olivier Kamitatou et les autres. Tous des acteurs politiques. Ce sont des acteurs politiques. Ils ont leurs objectifs et pour eux, leur ambition, qui n'est pas un crime, hein, avoir de l'ambition n'est pas un crime. Leurs ambitions personnelles passent avant le vivre ensemble, avant la volonté du peuple congolais de vivre en paix sur notre propre sol. Nous n'avons jamais demandé à qui que ce soit de nous donner des passe-droits dans d'autres territoires que les territoires hérités de nos ancêtres. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous fier à leur discours. Vous ne pouvez pas être à la fois quelqu'un qui, matin, midi, soir et même la nuit, parle de la paix, lorsque vous soutenez des gens qui viennent troubler la paix. Être dans une rébellion, c'est avoir comme seul leitmotiv d'aller troubler la paix. Parce que lorsque les rebelles arrivent, ils ne choisissent pas les Congolais sur base de leur orientation politique. Exactement. Ils tuent de manière indifférenciée, que vous soyez du pouvoir comme de l'opposition. Il faut voir, nous qui avons perdu nos familles dans cette histoire, la manière dont nous ne nous retrouvons pas. À la fin de cette histoire, vous aviez parlé de Doha, vous aviez parlé de concertation, vous aviez parlé de partage politique et consort. Quelle part reviendra au peuple congolais? Quelle part reviendra aux familles qui ont été décimées? Quelle part reviendra aux gens qui ont perdu les leurs? Quelle est la magie qu'a Délice Sanga, Olivier Kamitatou, Joseph Kabila, Corneille Nangaa pour nous ressusciter nos morts? Voilà les grandes questions que nous devons nous poser. Et pour revenir à votre question, je dirais que la paix, c'est un combat. La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on nous offrirait comme ça parce que nous serions devenus les plus beaux du monde. Non. La paix, nous devons la gagner. Et il y a des limites, des principes que notre pays doit pouvoir poser. Et c'est ça qui nous manque jusque-là. Nous ne pouvons pas donner une prime aux gens qui ont assassiné nos familles. Voilà. Et même si on doit, par la négociation, voter des lois, en droit, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'il n'y a pas de rétroactivité possible. Par rapport à la vie humaine. Les actes qui ont été posés avant l'accord de paix, ces actes doivent être sanctionnés. Il faut qu'on arrive à établir un principe pour qu'il n'y ait pas récidive. Jusque-là, nous avons des gens qui ont été dans des rébellions, qui ont tué des Congolais, qui ont été amnistiés, qui ont pris des fonctions ici en RDC. Au bout d'un moment, ils quittent les institutions, ils repartent au niveau des
de la rébellion, ils vont encore tuer d'autres Congolais, ils font pression, et on va encore aller dans des négociations, on va les amnistier, ils vont revenir ici, à un moment donné, c'est insupportable. Il faut qu'on arrive à mettre fin à cela. Et le seul moyen de mettre fin à cela, c'est d'établir un principe. Par définition, un principe, c'est tout ce qui n'a pas d'antériorité. Voilà. Très bien. Alors avant d'avancer... Voilà, je voudrais plutôt prendre un élément qu'on va suivre ensemble, évidemment, et c'est celui des députés français, justement, parce que tout le monde, on a tellement crié, on a tellement porté haut. Il faut comprendre que la dimension vue sur l'écran est due au transfert, ça et là, mais l'important c'était le message fort qui est donné, parce que à force de parler, de porter haut, de dire tout haut cette injustice, évidemment, les fédérations également s'en mêlent. La solidarité mondiale prend forme. Alors, par rapport à un pays qui a vécu d'aide extérieure, de partenariat, avec un gros mensonge, évidemment, sur tout ce qui se passe à l'Est, aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut aujourd'hui enfin respirer, parce que enfin cette voix a été écoutée, mais c'est après combien d'années, plus de 30 ans, où on savait même pas quoi dire sur cette agression déjà, et heureusement qu'il y a eu un seul homme qui s'est dit non, le peuple doit être au courant, parce que le peuple, justement, vous le qualifiez tout à l'heure, de meilleur allié, de meilleur défenseur en fait. Oui, mais dans cette situation, partant de ce que nous avons suivi, l'appui de députés français arrive après un travail qui a été fait. Nous avons trop souvent en RDC cette faiblesse de pouvoir négliger les efforts consentis par les nôtres pour ne louer que ce qui viendrait de l'extérieur. D'ailleurs, dans la question rwandaise, comme le dit un adage, à bon mentir ceux qui viennent de loin, ces gens ont mis en place un narratif qui était tout à fait mensonger et qui a servi à déstabiliser notre pays, voilà, et à obtenir des aides au niveau de la communauté internationale. Au moment où le travail de la diplomatie a été mis en place et que ça a commencé à porter les fruits, mais il y a aussi un travail médiatique qu'il ne faut pas négligé, avec les briefings presse. Il y a eu systématiquement à chaque mensonge, le ministère de la communication et médias a essayé par la voix du ministre Mouyaya d'opposer des faits avérés, vérifiables, historiques, scientifiques, documentés, et c'est cela qui a mis en difficulté la manipulation, la grosse campagne internationale du Rwanda. Donc, Joseph Kabila, la position qu'il prend aujourd'hui ne va pas dans le sens d'aider le gouvernement de la République. C'est justement d'aller à l'encontre de tout ce qui a été fait. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda a subi des sanctions américaines, des sanctions européennes, et en dernier lieu, il y a beaucoup de pays africains qui ont commencé à se désolidariser du Rwanda. Sentant les dangers, puisque le Rwanda, c'est un pays qui vit sous perfusion des aides internationales, le Rwanda, Paul Kagame, à l'occurrence, et son régime, avait ce besoin de congoliser l'agression rwandaise en RDC. D'où l'arrivée de Corneille Nangaa avec l'AFC, parce qu'avant que Nangaa ne crée l'AFC, les M23 avaient déjà pris Bunagana. Il faut que Nangaa nous explique, lorsque le M23 reprend Bunagana, lui il était où? Il avait combien de militaires? Puisque aujourd'hui il se bombe les torses d'être le coordonnateur de cette vaste blague. Mais nous savons, parce que nous connaissons les commandants qui mènent les opérations sur le terrain. Les Biamungu, les Bertrand Bissimois, les Laurence Kanyuka ne sont pas devenus membres de cette mouvance criminelle avec l'arrivée de Nangaa. Donc ce distinguo est essentiel. Mais avoir un Joseph Kabila, c'est avoir un ancien chef de l'État. C'est justement cela qui va permettre à Kagame de se désolidariser des accusations.
Et si vous avez suivi les derniers discours de Kagame, pas plus tard qu'avant-hier, pour la clôture des Kubwika 31, et Kagame se permet de dire aux nations qui ont sanctionné le Rwanda pour les massacres commis en RDC, allez au diable. D'aller en enfer. Aller au diable. Qu'il aille jusque-là signifie que pour lui, c'est une question de survie, pour lui-même et pour son régime. Et il a fait le rappel des troupes, il a demandé à tous ses alliés de répondre du service et d'assumer les complots qu'ils ont concoctés ensemble. Leur responsabilité. Voilà, c'est pour cela que l'ancien chef de l'État répare par là où il ne devrait jamais mettre les pieds. Si lui, il a mis fin aux aventures du M23 en gagnant militairement les M23, ça veut dire qu'il est un ennemi de ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas gagné. D'ailleurs, il se bombe les torses, mais ce n'est pas lui. On sait tous que c'était une opération des Nations Unies qui a été soutenue par les armées tanzaniennes et kenyanes. Ce sont ces armées-là qui ont défait les M23. Bon, bien sûr, il y avait aussi les FARDC, mais les gens du PPRD ont toujours dit que Kabila avait mis fin à cela. Si cette hypothèse était vraie, ça veut dire qu'il ne peut pas aller où il y a les militaires du M23, qui de 2013 à 2022, pratiquement, erraient à Kampala, à Kigali et consorts, à cause justement de Joseph Kabila. Donc il y a quand même des zones d'ombre que l'avenir immédiat nous permettra de pouvoir éclaircir. Voilà, nous vous remercions infiniment. Merci pour ces différents éclaircissements. Et on a, fidèles téléspectateurs, Toyeb Sarabino, Congolais, Téléma, Ezali, Bongo, programme Mokozo permettre biso Tozo Mayele. Toyeba Makambo Eleka, Petoyeba lire un peu sur l'avenir, parce que à la longue, après analyse belé, il faut voir ou intérioriser Makamwana, et ça vous donne une nouvelle vision sur le pays, sur cette guerre injustement imposée en République démocratique du Congo. Merci infiniment, M. Teddy. J'espère que vous resterez à la disposition de la nation tout entière, parce que ce que vous dites est très important. Merci. Un nouveau vocabulaire, fidèles téléspectateurs, à retenir, c'est les volontaires engagés pour la défense de la patrie. Les VDP. Très bien, on les appelle communément Wazalendo. En fait, c'est vraiment ça le format. Voilà. Et le gouvernement de la République, à travers les forces armées, s'organise pour que tous les Wazalendo aillent dans des camps d'entraînement pour 2-3 petits réglages, parce que c'est des frères qui ont accepté d'être à côté de nos FARDC pour que nous venions finalement à bout de cette guerre. Nous allons donc suivre ce reportage et cette interview, on se retrouve tout de suite après. Je suis à Butembo pour la deuxième fois dans une mission de sensibilisation des volontaires engagés pour la défense de la patrie, les VDP, en prévision de l'ouverture officielle de la première session d'entraînement des VDP au centre de Nyaleke à Beni au courant de la semaine que nous commençons. Tout est prêt et si le lancement officiel de la session d'entraînement des VDP a pris un peu du temps, c'était justement parce qu'il fallait, premièrement, apprêter toutes ces conditions de vie et d'entraînement au centre de Nyaleke. Ça a pris à peu près 2 mois de travaux et des ravitaillements en divers produits. Les VDP constituent une des 4 catégories constitutives de la réserve armée de la défense. Parmi ces VDP, la dernière catégorie donc, il y a des combattants, des ex-combattants, les démobilisés, mais il y a aussi et surtout tous les jeunes patriotes civils qui veulent pour la première fois servir sous le drapeau. Eux également sont concernés par cette campagne de sensibilisation pour se joindre aux autres et passer cette formation qui ne durera que
45 jours maximum, avec possibilité d'ailleurs de réduction de la durée, parce que nous devons aller à l'essentiel et passer aux actions concrètes, vu la menace qui approche Butembo et Beni. Donc nous n'avons pas intérêt à garder les gens pendant longtemps au centre. Nous irons à l'essentiel pour que les gens soient utiles dans les opérations en appui aux forces armées de la RDC. Telle est la mission principale d'ailleurs de la réserve armée de la défense, c'est-à-dire apporter un appui temporaire aux forces armées. Pas temporaire, c'est en cas de besoin, mais s'il n'y a pas besoin, si les RDC ne sont pas débordés, eh bien la RAD ou les réservistes pourront vaquer à d'autres occupations, parce que dans la RAD, il y a 3 piliers. Il y a le pilier sécurité et défense, il y a le pilier idéologie, mais il y a aussi le pilier production qui peut intéresser tout le monde, parce que là, ce sont les projets de corps de métier qui seront développés, mais également des projets de développement en général pour participer aux efforts de développement de notre cher pays. Après la formation, les VDP sont mécanisés, dotés et régulièrement rémunérés par le... Voilà, ça c'était des explications claires qui attestent que l'État connaît ses responsabilités. Ici, il est question de la défense de la patrie. Nous le faisons tous et nous sommes obligés de le faire tous. Simplement, chacun dans le domaine qui est le sien. Journaliste, médecin, avocat, et j'en passe. Nous voulons ici, à travers ce plateau,